La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une, David, ce matin. Partout à Tis, le président de la République serait-il le chef d'une tribu de Gaulois réfractaires au changement? C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron, vous l'entendrez dès le début de ce journal. La Poste va bientôt se métamorphoser en compagnie d'assurance. L'État ouvre un énorme chantier, celui d'un pôle public géant, rapprochement en perspective de CNP Assurance et de la Banque Postale. Et puis, la braderie de Lille, qui commence samedi, est un gisement de matières premières, figurez-vous. Les coquilles de moules vont servir à construire du carrelage. Europe 1. Sommes-nous des Gaulois hostiles à tout changement? On les connaît, ces petites phrases qui déclenchent l'émoi pendant 12 ou 24 heures. Emmanuel Macron est un expert. Voilà ce que le président de la République a dit hier soir devant la communauté française du Danemark. Ce que vous avez réussi à faire, ce qui constitue la part visible du modèle danois, est un exemple extraordinairement inspirant, parce que cela montre que ce chemin est possible. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Alors bien sûr, les réactions politiques, les Républicains, le Rassemblement National, la France Insoumise, tout le monde s'offusque. La France Insoumise, justement. Écoutez le député Éric Coquerel, il ne mâche pas ses mots. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron devrait revenir sur Terre. Je ne sais pas combien il y a de descendants des Gaulois en France. Par contre, ils ont absolument horreur que quelqu'un depuis l'étranger poudré leur fasse des leçons, notamment sur leur modèle social. Voilà. Je crois qu'Emmanuel Macron ne se rend pas compte à quel point il va rapidement pousser à l'exaspération notre peuple. Je crois que les gens vont lui demander rapidement de dégager s'il continue sur cette voie. Voilà. Vous savez, on a un peuple qui n'aime pas qu'on se fiche de lui. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Éric Coquerel, le député France Insoumise, qui trouve donc qu'Emmanuel Macron est un des leaders poudrés. Et Emmanuel Macron est maintenant en Finlande, dernier jour de son périple nordique. Oui, et avec lui, en bonne place dans la caravane de ce voyage officiel, notre envoyé spécial Sébastien Krebs. Que dit Sébastien, l'entourage du président? Est-ce qu'ils rament dans une sorte de service après-vente ou bien est-ce qu'ils assument? Eh bien, ils assument. C'était une remarque ironique, nous dit-on, dans un déplacement où le président a vanté les réformes. En fait, on l'a surtout entendu vanter les réformes danoises. Exemple à la sortie d'un rendez-vous avec des patrons. Vous êtes dans un pays qui est un modèle d'équilibre sociaux et de justice, mais c'est un pays où on licencie par SMS dans la journée. Mais à côté de ça, comme ça fonctionne, on recrée des emplois très facilement. Un président sans filtre et qui y trouve son intérêt. Il fallait détourner les médias de la déflagration Hulot. L'objectif est atteint. Il savait très bien que cette petite phrase ne passerait pas inaperçue. D'ailleurs, il n'en est pas à sa première. Souvenez-vous, Bucarest, il y a tout juste un an. Les Français détestent les réformes. Athènes, quelques jours plus tard, il dénonçait les fainéants et les cyniques. À chaque fois depuis l'étranger et à chaque fois dans ses discours prononcés devant des expatriés français, il faut dire que c'est son public, des Français qui vont bien, des Français à qui le changement ne fait pas peur, son public devant lequel il se lâche. Sébastien Krebs en Finlande avec Emmanuel Macron. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. On vient de l'entendre, il y a sans doute une volonté de contre-feu, faire oublier Nicolas Hulot, mais la réalité c'est qu'il y a bien un remaniement à faire. C'est un casse-tête pour Emmanuel Macron. Où en est-on ? Alors tout d'abord, il faut savoir donc, que le président de la République est attendu pour 19h à l'Elysée et à partir de ce moment, le temps du remaniement sera ouvert. Emmanuel Macron va consulter, recevoir durant le week-end le séminaire gouvernemental, on le sait, a été reporté jusqu'au prochain Conseil des ministres mercredi, c'est-à-dire que mardi soir ou plus tard, ce sera fait. Alors on le sait, Emmanuel Macron, lui, est réfractaire aux décisions prises sous pression, donc il se donne 4 jours pour résoudre cette équation à plusieurs inconnus, qui est toujours un remaniement. Je peux vous dire que dans la majorité, le temps est déjà suspendu et on assiste en coulisses à quelques belles séances de forcing de la part de ceux qui tapent déjà à la porte du gouvernement. Mickaël Darmon, j'en reviens un peu sur les Gaulois réfractaires. Emmanuel Macron, c'est plus Jupiter, ça y est, c'est César. Vous savez, avec sa pratique du pouvoir, on a compris, à force de tout concentrer sur ses épaules, je dirais plutôt que Jupiter est plutôt devenu Hercule. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. 8h15, ce sera l'invité politique d'Europe 1, le leader des Républicains, Laurent Wauquiez, qui aura sans doute beaucoup de choses à dire à Audrey Crespo-Mara. Oui, d'autant que la rentrée politique d'Emmanuel Macron est décidément plus compliquée que prévu. On apprend que le très puissant conseiller politique du président de la République, Ismaël Emelien, pourrait bien être entendu par la justice dans le cadre de l'affaire Benalla. C'est en tout cas ce que demande un syndicat de policiers. En cause, le fait qu'Ismaël Emelien a détenu pendant un temps le CD contenant les images de surveillance, le fameux CD
dossier qui vaut à Alexandre Benalla d'être mis en examen de détournement d'images issues de la vidéoprotection. Et puis il y a cette nomination qui a fait jaser Jean-Michel Apathy ce matin, David. Oui, l'écrivain Philippe Besson, très proche du couple Macron, auteur d'un livre élogieux sur la campagne de 2017, eh bien, il vient d'être propulsé consul de France à Los Angeles, l'un des postes les plus convoités par les diplomates français. Europe 1. Dans un instant, un nouveau géant dans le secteur public. La Poste n'a plus de courrier à distribuer. L'avenir, c'est l'assurance. 7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1. La suite du journal, David Doucan avec nous dans le studio. C'est une union de 2 entreprises publiques géantes. Oui, la Poste va se marier avec CNP Assurance. Le gouvernement va l'annoncer dans la journée. Cela peut paraître complexe, mais Axel de Tarlé vient de nous rejoindre. Nous allons donc tout comprendre. Bonjour Axel. Bonjour. Racontez-nous. Pour nous, Nikos, la Poste, c'est du courrier, c'est envoyer des lettres, des colis, c'est son métier. Alors pourquoi fusionner avec une compagnie d'assurance ? Eh bien, la Poste, c'est de moins en moins le courrier. Vous savez, à part une carte postale l'été, on ne s'écrit plus. D'ailleurs, et le pire, c'est que les entreprises n'envoient plus de courrier. Tout passe par email maintenant. Donc le courrier, chaque année, baisse en France de 6 à 7%. Et donc la Poste, 250 000 salariés quand même, la Poste doit s'inventer un futur, un avenir. Alors fort heureusement, il y a le colis qui se développe beaucoup grâce aux envois par Internet. Mais l'autre vache à lait du groupe, c'est la Banque Postale. 10 millions de clients particuliers. Et donc, en fusionnant avec la Caisse nationale de prévoyance, on va assister à la naissance d'un géant de la banque assurance. Vous savez, ces établissements qui mêlent produits bancaires et produits d'assurance. Alors maintenant, il y a un petit risque, c'est qu'il va falloir faire accepter cette fusion en interne parce qu'elle va s'accompagner d'un changement d'actionnaire pour la Poste. Ça n'est plus l'État, mais la Caisse des dépôts qui sera propriétaire de la Poste. Alors même si c'est un établissement public, certains ne manqueront pas de dénoncer une privatisation rampante de la Poste. Merci Axel de Tarlé. Et si ce sujet, la fusion de CNP Assurance, la Poste vous interpelle, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Philippe Martinez refuse de servir de faire-valoir. La série de rencontres entre le Premier ministre et les partenaires sociaux a donné le ton de la rentrée sociale. Le patron de la CGT a fustigé la méthode de l'exécutif. Il est ressorti furieux de Matignon hier soir. Pour lui, les discussions engagées notamment sur la réforme de l'assurance chômage sont des pseudo-concertations. Le Premier ministre poursuit ce matin ses entretiens. Il verra notamment Pascal Pavageau de Force Ouvrière et Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF. Europe 1, 8h08. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine, le climat d'extrême tension dans l'est de l'Allemagne, à Chemnitz précisément. Oui, avec des manifestations qui dégénèrent depuis dimanche. Salut nazi, agression, personnes à l'apparence étrangère pourchassées. Un nouveau rassemblement est prévu ce soir. La police est bien entendu sur les dents. Le maître d'œuvre derrière ces troubles, c'est un petit mouvement local d'extrême droite. On les appelle les pro-Chemnitz. Notre envoyé spécial les a rencontrés. Écoutez le reportage de Jean-Jacques Herry. Les propos de ces militants sont édifiants. Depuis lundi, Benjamin Janczok est un homme satisfait et pressé. Dans son bureau, le jeune porte-parole de Pro-Chemnitz reçoit les journalistes à la chaîne. Le message est toujours le même. Nos manifestations sont presque entièrement pacifiques. Les saluts nazis et les slogans racistes, juste un détail. Et on va faire quoi ? Mettre un panneau interdit aux néo-nazis quand on manifeste ? Ces gestes n'ont rien à voir avec notre propos. On n'est pas des nazis. On refuse simplement le grand emplacement de population, ou alors un jour il n'y aura plus que l'islam dans notre pays. Ces rassemblements permettent à un large pan de l'extrême droite de prendre la rue comme un exutoire. Steven Kailitz, politologue spécialiste des extrêmes. Ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des groupes de hooligans, des populistes de droite, une extrême droite très dure et aussi des casseurs et des violents. Ils organisent ça comme un rassemblement éclair, mais en très brutal et très radical. Les organisateurs veulent réunir ce soir 8 ou 9 000 personnes encadrées par un important dispositif de sécurité, avec une inconnue au centre de tout, la présence ou non de contre-manifestants d'extrême gauche qui pourraient entraîner des affrontements. Chemnitz, Jean-Jacques Herry, Europe 1. Reportage de l'envoyé spécial Jean-Jacques Herry. Et puis, on change de registre. Les coquilles de moules de la braderie de Lille vont finir en carrelage. Voilà le recyclage. Oui, ça commence samedi matin. 500 tonnes de moules sont chaque année englouties par les visiteurs de la braderie. On a tous en tête ces images de monceaux de coquilles dans la rue, devant les troquets de la capitale du Nord. Eh bien,
elles n'iront plus à la poubelle. On va pouvoir en faire du carrelage, en effet. Innovation d'une entreprise lilloise. Reportage Lionel Gougelot. Des seaux de coquilles de moules jetés en tas sur les trottoirs des restaurants, c'est l'une des images symboliques de cette braderie de Lille. Et bien pour la première fois cette année, ces coquilles noires n'iront pas à la poubelle. Après des mois de recherche, Espérance Fenzi a mis au point un procédé qui permet de les utiliser comme composant essentiel de dalles de carrelage. La mairie de Lille a déjà commencé à sensibiliser les restaurateurs pour bien trier la coquille de moule. Et donc la mairie va en fin de braderie récolter ces tas de moules. Derrière, il y aura une phase de lavage, il y aura une phase de broyage et après on les transformera par compression. On obtient un super carrelage noir-violet, la couleur de la coquille de moule. Vous espérez quelle quantité? Alors on espère entre 5 et 10 tonnes de coquilles de moule pour la première année. Ces dalles de carrelage, elles pourront servir à quoi? Alors elles vont servir en terrasse extérieure, on pourra les mettre également en intérieur. Elles font 60 cm par 60 cm, classique. Un carrelage qui sera vendu aux alentours de 40 € le mètre carré, le prix d'un milieu de gamme. Espérance Fenzi propose aussi du carrelage à base de coquilles de Saint-Jacques et de marc de café, peut-être bientôt dans votre grande surface de bricolage. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Europe 1, il est 8h11. Décidément, les autorités du tennis mondial ont du mal avec le corps des femmes. Hier, on a assisté à une scène très surprenante. La Française Alizé Cornet avait mis son t-shirt sur le court de l'US Open à l'envers. Alors pour gagner du temps, elle l'a retiré puis remis à l'endroit. Pendant 3 secondes, on a pu voir sa brassière. Et bien cela a suffi pour que l'arbitre lui inflige un avertissement. Les règles peuvent surprendre. Les hommes ont le droit de se mettre torse nu pendant les pauses. Les femmes, elles, doivent repasser au vestiaire. Depuis l'incident, la direction du tournoi s'est rendue compte de l'absurdité de la situation et a regretté dans un communiqué la sanction. Oui, c'est totalement absurde. Voilà. Merci David Doucan pour le journal de 8h.